À l'instar d'autres branches d'authentification de fondations américaines d'artistes aussi connus que Jean-Michel Basquiat, Keith Haring ou Jackson Pollock, la Fondation Warhol a elle aussi cessé ses activités d'authentification suite à la menace de poursuites judiciaires à répétition. Dans cet extrait, Paul Maréchal relate le cas très médiatisé de la Fondation Warhol et comment il est maintenant encore possible, dans ce contexte, de poursuivre le travail d'authentification des œuvres. La Fondation Warhol a fermé sa branche d'authentification des œuvres de Warhol à l'issue d'un procès qui lui avait été intenté par un cinéaste américain, Joe Simon Whelan, qui possédait un tableau, un autoportrait de Warhol réalisé en 1964 et que Whelan avait acquis en 1989 pour quelque chose comme 195 000 $ et qui a voulu revendre à la fin des années 90, pour lequel donc il avait demandé à un des 3 exécuteurs testamentaires de la succession Warhol, Fred Hughes, qui était aussi du vivant de Warhol, son gérant d'affaires. Donc Fred Hughes a vu le tableau et a écrit au verso « Oui, je certifie que ce tableau-là est un portrait d'Andy Warhol exécuté en 1964 ». Monsieur Simon Whelan veut vendre le tableau au début des années 2000, puis réflexe naturel de l'acheteur, on voudrait quand même l'authentification de la Fondation, qui refuse, qui met le stamp au dos du tableau « Denied », donc refusé, parce qu'il ne reconnaissait pas que c'était une œuvre originale de Warhol. La conception de l'originalité d'une œuvre de la Fondation Warhol est assez particulière, en ce sens que pour la Fondation, une œuvre de Warhol est considérée comme authentique et originale si Warhol en a supervisé l'exécution, ou s'il l'a fait évidemment lui-même, sauf que Warhol avait un atelier qui s'appelait The Factory, qui fonctionnait un peu sur le principe de la création d'œuvres sur une échelle assez importante et pour laquelle il donnait des instructions à ses assistants d'exécuter des œuvres pour lesquelles il n'avait même pas assisté à la création de l'œuvre. Donc, c'est un peu antinomique la définition de la Fondation d'œuvres originales et la réalité de comment ça se passait à la Factory. La Fondation Warhol avait une vision beaucoup trop stricte et rigoureuse de ce qu'est l'authenticité d'une œuvre et qui appliquait des critères qui étaient peut-être en vogue au 19e, 18e siècle, mais qui ne correspondaient pas à la réalité de ce que Warhol faisait, de son processus de création. Et en fait, Warhol n'a rien inventé à ce niveau-là, et c'est le même problème que des artistes plus anciens comme Rembrandt ou Van Dyck connaissent aujourd'hui. Rembrandt avait un atelier qui était composé de la vingtaine d'élèves qu'il avait, et puis Rembrandt acceptait lui aussi, comme à l'instar de Warhol, toutes les commandes, donc il ne les remplissait pas toutes, au sens où il faisait souvent que le visage et les mains sur un portrait, et c'était un étudiant qui faisait l'arrière-plan, le vêtement, ou autre, et puis qui était par la suite approuvé par Rembrandt. Mais ce n'est pas de la main de Rembrandt qu'il l'a fait. Donc, la problématique des ateliers des artistes entrepreneurs de la Renaissance s'est retransportée à la fin du 20e siècle dans le cas de Warhol qui avait mis sur pied un atelier là, digne de celui de Rembrandt, quand même avec 4 fois plus de gens qui travaillaient parce que la vingtaine d'élèves de Rembrandt, puisque Warhol, au sommet de la Factory, il y avait une centaine d'employés qui y travaillaient, mais il faut dire que Warhol faisait des films, publiait des livres, un magazine, etc. Donc, ça justifiait ce nombre assez important d'employés. Donc, c'est cette vision trop rigoureuse de ce qu'est l'originalité, de l'unicité d'une œuvre créée par un artiste qui a précipité justement la fermeture de cette branche de la Fondation Warhol, à l'instar d'autres fondations américaines d'artistes aussi connus que Basquiat, Lichtenstein, Keith Haring, Pollock et compagnie. Donc, il y a une problématique et là, maintenant, les gens pensent qu'il n'y a plus d'authentification qui se fait sur les œuvres de ces artistes-là, mais ce n'est pas vrai. Quand vous ouvrez vos portes en tant que fondation à la soumission d'œuvres par
tout le monde et n'importe qui. Vous vous placez dans une position où vous êtes redevable. Et c'est là la base de tout le problème. Comme en Europe, les fondations américaines ont appris en fait que comme ce sont elles qui détiennent la connaissance, c'est à elles de déterminer l'authenticité d'une œuvre et ne pas devoir en rendre compte au public ou au marché. Et de la façon dont ces œuvres, cette nouvelle forme d'authentification fonctionne et qui évite les poursuites judiciaires, c'est par la prérogative des auteurs de catalogues raisonnés d'une fondation de choisir d'inclure ou non une œuvre qui leur est soumise. Donc, en fait, on a restreint la responsabilité de l'authentification à un auteur qui choisit ou non d'inclure une œuvre. Alors qu'avant, vous vous soumettiez au désir de tout le monde qui voulait vous faire dire si l'œuvre était authentique ou non. En tant qu'auteur, vous ne répondez qu'à vous-même et vous êtes responsable du contenu de votre catalogue. Vous ne pouvez pas être tenu responsable d'un choix, d'une décision que vous faites pour votre ouvrage ou non. Et c'est ça le facteur déterminant qui permet aux fondations de continuer d'écrire des catalogues raisonnés sans devoir rendre des comptes et s'exposer à des poursuites judiciaires. C'est une décision personnelle à l'auteur. Vous savez, l'auteur peut refuser d'inclure des œuvres dans un catalogue et puis il va pouvoir, s'il est poursuivi devant les tribunaux, s'en sortir, mais absolument parfaitement et avec la meilleure des excuses au monde, à savoir, j'ai pas assez d'informations, j'ai pas assez de détails, je ne dispose pas d'assez de renseignements sur ces œuvres-là pour me permettre de les inclure, puis il n'y a personne qui va vous accuser de quoi que ce soit.